C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Alors, la classe politique a parlé d'une seule voix pour condamner la gifle contre Emmanuel Macron. La main n'a pas atteint la joue du président, car les gardes du corps ont réagi. La semaine dernière, lorsque Emmanuel Macron a commencé son Tour de France, ça fleurait bon la balade de campagne. Hier, c'était une autre histoire. L'image a choqué et elle est inadmissible, inacceptable. Alors, j'ai envie de vous poser cette première question parce que, dans le fond, est-ce qu'il faut-il lier, Bruno, cette violence à celle que l'on constate dans la société, ou alors il faut considérer que les mouvements d'humeur, aussi inacceptables soient-ils, contre les puissants ont toujours existé? Ou vous le mettez dans un cadre, on va dire, vraiment d'hystérisation et... Moi, je crois que, d'abord, gifler ou tenter de gifler le président, c'est jamais banal. C'est un geste qui ne peut pas être minimisé comme si c'était pas grave. Non, c'est moins, j'allais dire, c'est moins Emmanuel Macron que la fonction de président de la République qui est atteinte par ce geste qu'il faut réprouver, évidemment. Moi, je crois que c'est quand même le signal ou la confirmation d'un climat d'hystérisation, d'un débat public qui n'arrive plus à fonctionner en France normalement. Et ça s'est dégradé ces dernières années. Si on s'en remontait très très loin, je dirais qu'on voit bien que à la fois la crise des Gilets jaunes a provoqué ce regain de radicalité dans le pays, avec un débat public et un débat politique qui n'arrive plus à fonctionner. Tout est tendu, tout de suite part pour un rien, et on le voit bien à tous les niveaux. Alors le président de la République, hier, il y a une tentative de gifle, mais le nombre d'élus locaux qui sont frappés a été multiplié par 3. Si on va plus loin dans la société, c'est aussi le cas de toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc c'est quand même un élément. Et le confinement n'a sans doute pas aidé. Il y a une espèce aussi de cocotte minute. Alors ça ne justifie pas le geste d'un homme qui apparaît plus dans une espèce de délire moitié complotiste, moitié extrême droite, moitié bêtise. Bon, voilà, il faut pas non plus. C'est pas l'attentat du petit Clamart, c'est pas Dallas avec JF Kennedy. Mais non, c'est la chaussure qu'on a envoyée contre George Bush. C'est pas rien non plus. C'est le signal qui renforce cette idée d'un climat hystérique, d'un débat public hystérique qui n'arrive plus à fonctionner en France. Ce serait aussi, David, plutôt une forme de désacralisation, comme si dans le fond, plus rien n'avait de valeur. Il y a une dégradation tout de même on l'a dit, du climat politique, mais on s'attaque aux policiers, on s'attaque aux pompiers, on monte dans l'échelon, et maintenant au président, mais après lui, il n'y aura pas plus haut. Donc il y a quand même un symbole fort. C'est vrai qu'il y a moi, je suis assez d'accord avec Bruno. Je pense qu'il y a ça participe aussi à la banalisation, à l'extension d'une violence de plus en plus débridée dans notre pays, d'une part, et effectivement d'atteinte à l'égard des élus de la République, et donc, dans ce cas, au premier d'entre eux. Et effectivement, ça réactive quelques images qu'on avait vues au moment des Gilets jaunes. Et vous avez raison, Roselyne, c'est la désacralisation de la fonction. Souvenez-vous, ces simulacres d'exécution, de décapitation avec des mannequins, etc. Alors certes, c'était très symbolique, mais c'était aussi très violent symboliquement. Et donc, tout ça participe à cet affaissement de la fonction présidentielle. Après, il faut quand même mettre un petit bémol. Je rappelle que ces agressions ou ces tentatives d'humiliation, parce qu'en réalité, il s'agit plus de claques ou de tentatives d'humiliation du type entartage que d'un attentat type Petit Clamart ou même Maxime Brunerie contre Jacques Chirac. Souvenez-vous, Sarkozy avait été lui-même happé dans un déplacement dans une scène assez similaire. Manuel Valls avait été giflé, François Hollande avait été enfariné. Donc, il y a quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, c'est à la fois sur la fonction présidentielle et sur la personne d'Emmanuel Macron que ça dit quelque chose. Et effectivement, alors que les sondages sont plutôt bons, alors que le Tour de France démarrait plutôt bien, bien ça vient rappeler, même si c'est anecdotique, ça vient rappeler qu'il y a quand même un abcès de fixation anti-Macron dans le pays. Oui, Bruno, vous avez un sondage qui sort aujourd'hui sur les bonnes opinions d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, qui sont, je crois, à 50%, vous me corrigez si je me trompe. Les présidents, en fait, en vérité, ont toujours été
détestés pendant leur mandat. Alors une fois qu'ils quittent le pouvoir, soit comme Jacques Chirac, ils sont adorés, voire adulés. Mais quand ils l'exercent, ce pouvoir-là, on attend à la fois beaucoup d'eux, c'est-à-dire c'est une sorte de résurgence monarchique chez nous qui attendons du roi ou du président qu'il guérisse les écrouelles, et à la fois, il aime cette figure, comme l'avait dit Macron, cette figure du roi aime être déstabilisée par ses concitoyens. Donc j'ai envie de dire que c'est pas nouveau. Bon, et s'agissant des sondages, c'est vrai qu'on est dans une musique qui est récurrente depuis la crise économique, la crise qui s'est emparée du pays dans les années 80. Au fond, les présidents à l'épreuve du pouvoir deviennent très impopulaires. Ils connaissent les joies de la popularité dans la conquête du pouvoir et dans l'après-pouvoir, mais rarement au pouvoir. Ça dépend aussi des présidents. C'est vrai que pour Emmanuel Macron, à la sortie de la crise sanitaire, ça se passe plutôt pas mal. Il est, vous le disiez dans le tableau de bord IFOP publié par Paris Match, à 50%, ce qui est un chiffre assez élevé. Il est plus populaire, par exemple, que ne le sont François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui sont des anciens présidents. Donc c'est plutôt pas mal pour Emmanuel Macron. Mais là où je rejoins David, c'est qu'il faut regarder aussi la part des gens qui n'approuvent pas du tout Emmanuel Macron, ou qui disent ne pas avoir du tout une mauvaise opinion de lui. Et là, on voit qu'il y a quand même un réservoir assez élevé qui peut inquiéter un peu un président de la République qui partirait en campagne, par exemple, je vous dis, l'année prochaine, vous voyez, pour s'amuser un peu. Donc, il y a quand même des signaux faibles d'une impopularité chez Macron. Au fond, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est un petit peu il est un petit peu comme Nicolas Sarkozy à la veille de 2011. Il est vraiment très clivant. Il y a vraiment ceux qui sont qui l'approuvent fortement, et puis ceux qui le désapprouvent, et ils désapprouvent fortement. Il y a assez peu d'entre-deux au fond pour Emmanuel Macron. Alors justement, Alain, c'est de savoir si ce clivage, ce qui s'est passé hier, va agir sur ce clivage. Je m'explique, c'est-à-dire, vous vous souvenez de la claque qu'avait donnée, alors pour le coup, François Bayrou, en 2007 pas en 2007, en 2002, pardon. Il avait donné à un garçon qui faisait ses poches, et donc ça avait boosté la campagne de François Bayrou. Donc là, c'est Emmanuel Macron qui se prend cette claque. Est-ce que c'est de nature, David, à le victimiser, et ceux, justement, comme disait Bruno, qui ne l'aiment pas beaucoup, vont se dire quand même, on ne tape pas un président de la République, et lui donner finalement quelques points de sympathie? Alors, je pense qu'effectivement, en France, on n'aime pas les attaques, les agressions, les injures à l'égard des hommes politiques. Et la victimisation, la stratégie de victimisation des hommes et des femmes politiques est un grand classique, et en général, ça marche plutôt bien. Un exemple très classique, souvenez-vous de la fameuse sortie de Jospin dans la campagne de 2002 sur Chirac, vieilli, usé, fatigué, qui avait immédiatement été repris à son compte par Jacques Chirac, qu'il avait exploité. Effectivement, ça avait bien marché. Donc, on n'aime pas en France de voir les hommes politiques ou les femmes politiques agressés. Donc, ça peut créer je ne dirais pas un sentiment de sympathie, mais en tout cas une volonté de défendre la fonction présidentielle. On n'aime pas ça. Et même si on n'aime pas Macron, on n'aime pas que le président soit giflé. Après, il y a un effet aussi du point de vue de la classe politique. Moi, je trouve ça quand même assez ahurissant. C'est-à-dire que vous avez eu depuis quelques années des attentats en série, tous plus terribles les uns que les autres. Vous avez eu une crise, une pandémie qui a amené la plus grave crise sanitaire et économique depuis 1945. Et aucun de ces événements, aucun de ces épisodes, si j'ose dire, n'avait suscité le moindre rapprochement, la moindre tentative d'union sacrée, le moindre consensus. Or là, une simple gifle, si j'ose dire, même si elle est très médiatisée et reprise en boucle depuis hier, une simple gifle a instantanément réalisé l'union sacrée de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. C'est quand même un exploit assez ahurissant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si effectivement le débat public se dégrade, même si la violence verbale et même physique devient hélas notre quotidien, ça montre que la classe politique a encore au moins un point de repère, c'est le respect de la fonction présidentielle. Et d'ailleurs, si Marine Le Pen attaque systématiquement l'homme de façon très violente, mais depuis hier défend la fonction, c'est aussi parce que voilà, elle veut se mettre dans la position de celle qui veut l'occuper et qui est en possibilité de l'occuper.
Bruno, ce qui n'est pas le cas visiblement de Mélenchon, qui a retweeté quelqu'un de son parti qui condamnait, mais lui-même est encore revenu sur sa petite personne parce qu'il y a eu une vidéo sur lui qui ne lui a pas plu. Jean-Luc Mélenchon est dans de sales draps. Là, ce qu'il a fait hier, ça s'appelle un tir croisé. C'est-à-dire, en gros, il en profite. Il en profite pour rappeler que lui, la veille, son parti avait été attaqué par un tweetos qui s'appelle Pacito, d'extrême droite. Papacito, pardon. Je connais pas trop bien les influenceurs. Moi non plus, mais c'est écrit derrière. Donc, Papacito. Donc, il en profite pour rappeler que son parti a été victime de violences assez inadmissibles d'ailleurs, et la vidéo est assez sordide, mais il en profite pour raccrocher ça il ramène tout à lui, un soutien à Emmanuel Macron. Il ramène ça à lui, c'est un tir croisé. Jean-Luc Mélenchon, il est dans une position extrêmement compliquée, c'est le grand perdant de la semaine. Dans notre sondage, je vous en parlais tout à l'heure, il perd 10 points, et j'ai fait une petite analyse sur 4 ans de l'évolution de l'opinion par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé 40 points en 4 ans. Parce que et moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est devenu la personnalité la plus détestée, personnalité politique la plus détestée du pays. C'est au fond la rupture d'opinion depuis La République, c'est moi, jusqu'à... c'était écrit d'avance parlant d'un système qui organiserait des attentats, d'une espèce de propos complètement délirants. Et Jean-Luc Mélenchon, il s'est mis dans une position aujourd'hui où non seulement il ne peut plus rassembler la gauche, mais je pense que c'est son camp, il va devenir un boulet pour son propre camp. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre présence, Bruno. Et j'espère, David, très vite. Je vous retrouve demain pour l'émission Politique avec Jean-Marie Colombani, jeudi 17h10. À très vite. Merci beaucoup.